de ce webinaire, il est double. C'est d'une part, de travailler sur la SP9, parce que, tout simplement, cette nouvelle version qui est sortie là, récemment, engendre pas mal de changements, à la fois en termes, d'interface et à la fois, en termes, finalement, d'IA. Donc c'était le bon sujet. Donc on va commencer rapidement, par toutes les nouveautés de la SP9, l'IA native, dans, 3CX, des cas d'usage, concrets pour que vous puissiez raccrocher aussi un peu les wagons entre votre quotidien et ce qu'on va vous raconter, ce matin. On parlera ensuite, de l'IA, cette fois-ci pas native dans 3CX, mais celle qu'on a pu développer, chez Encom, dont un exemple qu'on a donné pour notamment Logi. On parlera des bonnes pratiques, dans ces projets IA et puis on se laissera donc un bon 20 minutes, de questions-réponses pour pouvoir, répondre à toutes vos attentes. Alors pourquoi on va parler, un petit peu d'IA, ce matin? Tout simplement parce que déjà la question est plus de savoir s'il va falloir y aller ou pas, mais plutôt comment, il va falloir y aller parce que c'est en train vraiment de se démocratiser et prendre de l'ampleur, à la fois à l'échelle de la société, mais aussi dans vos métiers. Historiquement, un appel client, c'était pas de la donnée exploitable ou peu, ou alors il fallait avoir des cellules d'audit. L'IA aujourd'hui, elle va permettre, de transformer finalement de la voix en une transcription, donc en de la donnée, écrite. Cette donnée va pouvoir être, résumée, qualifiée, traitée, pour être envoyée ensuite dans des systèmes d'information, donc que ça soit, un CRM, un outil de ticketing, une base de données, ce que vous voulez, pour pouvoir être exploitée et puis surtout, croiser ces informations avec d'autres données comme, des taux de placement, du chiffre d'affaires, et cetera, pour, consolider un peu et faire en sorte, que la voix devienne une vraie donnée exploitable. Donc il y a plusieurs enjeux, dans l'IA avec la téléphonie. Il y a un enjeu d'améliorer le service et améliorer la relation client, en réaffectant des ressources qui n'ont pas fortement de valeur ajoutée, juste à dire, «Oui monsieur, je vous passe monsieur untel», pour les réorienter sur d'autres fonctions. Et puis, un enjeu de data, parce que vous le savez, dans n'importe quel métier, savoir pourquoi les gens nous appellent, pourquoi, telle ou telle chose a mieux marché et même construire des bases de connaissances, on en parlera tout à l'heure, c'est quand même un enjeu assez crucial, en 2026. Donc on va mettre les pieds dans le plat déjà, avant de parler d'IA, sur qu'est-ce qui change avec la SP9. Donc je vais vous laisser, avec Rémi, qui va vous parler un petit peu des nouveautés qu'on a dans la SP. Merci Damien. Alors pour ceux qui sont peut-être déjà passés en SP9, il y a certains clients, vous avez vu des changements d'interface, des changements de bulles. Le fond du logiciel est resté le même, mais la mise en place, il y a des arrondis faits à la place de carrés, certaines choses, mais ça ne change pas forcément l'usage même du logiciel. Il y a une petite habitude à prendre sur l'interface, on va vous la montrer après. Il y a eu quelques changements sur les files d'attente où on va vous montrer le détail, on peut faire des choses en plus, ils ont revu chez 3CX le système de compétences, ils ont permis de mettre plusieurs messages de pré-décrochés à la suite, ils ont changé certaines méthodes au niveau du rappel, il y a ce genre de choses. On va parler aussi, forcément de l'IA, qui arrive avec, avec la SP9, mais au niveau des interfaces, il y a eu aussi quelques changements, quelques fonctionnalités qui ont un peu été cachées par le fait que l'IA était arrivée, était un peu au premier plan. Mais, je t'en prie, tu peux montrer. Voilà, une navigation un peu plus claire. On a accès aux infos avec moins de clics, notamment pour, pouvoir ajouter des gens dans des favoris ou faire ce genre de choses. Heu, Bref, ça a été simplifié, ça a été fait de manière à ce que ce soit un peu plus lisible Et un peu plus personnalisable parce qu'on peut, oui. passer d'une vue à une autre, hein. C'est-à-dire que là, on a une vue avec des grosses tuiles, mais on peut prévoir des vues, beaucoup plus ramassées. On peut voir aussi que sur les tuiles, on a plus d'informations qu'avant, bien sûr, si on a les droits, pour pouvoir voir les Mmh. appels. Mais en tout cas, l'interface a été simplifiée. C'est sur un nouveau moteur aussi, qui permet de faire en sorte que la PWA se passe mieux. Donc globalement, très bonne nouvelle de ce côté-là. Plus clair, navigation enrichie, plus d'informations, moins de clics. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Là, on vous a mis le cas avec un appel en cours, pour vous montrer qu'il y a toujours la tuile
avec les différentes capacités de transfert, etc. Donc voilà, là on est sur la nouvelle interface SP9 que la plupart d'entre vous ont ou que ceux qui ne l'ont pas encore auront bientôt. On va faire un petit focus sur les files d'attente. Donc, Rémi disait tout à l'heure qu'il y avait notamment des modifications qui avaient été faites au niveau de la distribution sur compétences, mais de manière plus générale, ça permet maintenant d'avoir un système de routage mieux maîtrisé, dans lesquels on va pouvoir gérer directement au niveau de la file les messages sur nos réponses, les messages de férié et les messages de fermeture de manière plus simple qu'avant, notamment avec l'affectation des départements. D'avoir plus d'informations clients parce qu'il y a le temps d'attente estimé, mais il y a aussi un système qui permet de séquencer plusieurs fichiers audio pour pouvoir faire des annonces en cascade, donc avec par exemple un premier décroché, puis une promo, puis un message de réengagement, puis un rappel sur le site web. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut avec un timing entre les messages, on ne peut pas le dire entre chaque message, mais entre les messages, pour que ça ne se déclenche pas non plus trop régulièrement. La demande de rappel aussi dans la file, elle a été modifiée pour avoir 3 finalement modes de déclenchement du callback. Et puis, on envoie sur l'agent le plus compétent. Donc ça, en fait, vous allez le retrouver dans le menu directement d'une file d'attente. Donc là, on vous a mis le menu d'une file d'attente où on va pouvoir voir sur les stratégies de scrutation qui reposent notamment sur les compétences que lorsqu'on choisit une stratégie reposant sur de la compétence, on a maintenant des paramètres supplémentaires. Donc soit on va faire de l'escalade entre guillemets basée sur un temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tant de temps, je cherche dans la compétence 1 et puis au bout de tant de temps, je vais chercher la compétence supplémentaire et puis encore au bout de tant de secondes, etc., etc. Donc ça permet finalement de faire grandir la stratégie de scrutation en faisant en sorte de bien respecter les différentes compétences. Et puis on a une autre possibilité qui est de faire de la recherche incrémentale par compétence. Pour rappel, avant, dessus. si vous aviez un agent dispo en compétence 1 qui ne décrochait pas parce qu'il était resté disponible, ça campait dans la compétence 1 et ça Exactement, on sollicitait en n'en boucle. sortait pas. Donc pour ceux qui avaient décidé de passer sur du 1 à 1 dans l'ordre parce que la compétence ne le permettait pas, il y aura peut-être des services à revoir en termes de stratégie de scrutation en passant sur cette version-là pour inclure cette nouvelle fonctionnalité. Alors c'est très important ce que dit Rémi, c'est que d'une part, ça doit vous éveiller au fait qu'il y a des nouvelles choses qui sont possibles. Et puis surtout, en termes de statistiques, ça veut dire que au lieu d'avoir une file qui déborde dans une file, qui déborde dans une file, qui déborde dans une file, vous pouvez rester dans la même file. Donc en termes de lisibilité, de remédiation de l'information, on a quelque chose de beaucoup plus solide qu'avant. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette distribution sur compétences qui, pour rappel, est une spécialité de la version IA de 3CX Entreprise IA et qu'on n'a pas sur des versions pro. Donc voilà, faut avoir ça aussi en tête. On retrouve également donc, sur cet écran des 2 items qui permettent de mieux gérer les destinations sur nos réponses de bureaux fermés ou de congés en appui des règles du département qu'on a affectées à cette file d'attente. Les fameux messages dont on a parlé, avec un timer pour dire entre combien de temps on joue entre chacun des messages. Et puis, le temps d'attente estimé qu'on va pouvoir... Ouais. Ou avant, vous n'aviez que la position, ce qui n'était pas forcément hyper intéressant, parce que si on peut être le premier dans la file d'attente, mais avoir 20 minutes d'attente. Et à l'inverse, ça pouvait même être dissuasif, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un temps de traitement très court, mais dire vous êtes en position 10, et quand bien même ça allait être traité, et les gens raccrochaient, donc bon, la position dans la file, ce n'était pas forcément pertinent. Activer les rappels dans la file d'attente, donc maintenant 3 possibilités. Soit on active sur l'appui d'une touche DTMF, mais ça veut dire qu'il faut avoir prévu dans le prédécroché de dire à la personne qui attend qu'à tout moment elle peut appuyer sur la touche 2. Soit j'active automatiquement après un délai d'attente, et ça l'active automatiquement. Ça joue un message et ça dit ça si vous souhaitez être appelé, appuyez sur cette touche. Soit on peut déterminer un temps spécifique pour lequel une directive spécifique sera jouée et où là, on invite, pareil, avec l'appui sur la touche 2. Donc, c'est un peu plus fin qu'avant. Ça permet de le rendre un peu plus exploitable que par le passé.
Donc ça, voilà, faut pas hésiter à se rapprocher soit du technique, soit du commercial chez nous, si vous avez besoin d'implémenter ce type de fonction. Donc ça, c'était pour la partie fil d'appel et interface. On va regarder un petit peu, du coup, ce qui se passe en matière d'IA dans cette nouvelle version de 3CX qui a quand même amélioré pas mal de choses. Déjà, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que l'IA embarquée dans 3CX permet de faire? Donc, elle permet de faire de la transcription, du résumé d'appel, de l'analyse de ressenti, effectuer des routages intelligents, utiliser un mode standardiste ou réceptionniste IA et un assistant personnel. Pour faire ça, il y a besoin de connecter le 3CX pour toute la partie transcription, résumé d'appel, soit à OpenAI, soit à Grok. Et pour la partie réceptionniste, routage intelligent et assistant personnel, il faut le connecter à OpenAI. Donc, on verra un petit peu comment ça se fait. Mais c'est forcément à vous, utilisateurs, propriétaires de votre licence 3CX, d'aller faire cette souscription. Donc, c'est juste une inscription, hein. Après, c'est du paiement à l'usage. Et je vous montrerai dans la démo à quoi s'attendre justement en matière de consommation. Je vais laisser Rémi vous expliquer un petit peu un usage ou les usages classiques. Et puis après, on avancera sur Au niveau des usages, alors nous, on a fait un peu de tests pour savoir ce qu'on arrivait à représenter. On a comprendre l'appel, donc le point numéro 1 de la slide que vous avez à l'écran, qui va être la transcription, le résumé, essayer de comprendre pourquoi la personne appelle, est-ce qu'elle est énervée au niveau du ressenti, le motif, etc. Puis essayer d'orienter l'appel, soit par la base de connaissances, on va en reparler, qui est à votre charge, c'est à vous de donner à manger, entre guillemets, à l'agent IA, soit d'avoir des correspondances pour tel sujet, je parle à telle personne, et du coup, selon le sujet invoqué, le transfert se fera. Et ensuite, on va pouvoir, par les rapports d'appel, etc., exploiter la donnée pour savoir combien de personnes ont appelé en ayant un ton plus ou moins énervé, le scoring d'appel, etc. Tu m'arrêtes, Damien, si je dis des bêtises. Non, c'est bien ça. Pour pouvoir mettre de l'IA dans 3CX, je vous l'ai dit juste avant, il faut déjà avoir la bonne licence 3CX. On en parlait, l'entreprise IA, c'est la même chose que pour les compétences. Avoir un compte ou des clés API, donc il faut avoir un compte soit chez Grok, soit chez OpenAI, soit les deux, avec les tokens API qui vont permettre de faire en sorte que ces deux univers finalement se parlent. Pensez à accréditer automatiquement le compte ou à mettre suffisamment, parce que si vous avez un agent IA qui n'a plus de sous, il va juste plus marcher. Il marche plus. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc ça, c'est un point hyper important hein, de caper, de fournir des sous finalement à cet agent IA, parce que si vous mettez votre réception typiquement dessus, ça peut être grave. Donc, à la rigueur, que vous perdiez la transcription, c'est pas très grave. Si demain, vous câblez une standardiste et que la standardiste, elle marche plus, il y a un petit sujet. Et après, il faut savoir ce que vous voulez faire, le scénario, parce que ça peut être, on va le voir, ça peut être mis en termes de support, ça peut être mis en standard, ça peut être mis… filtrage patron secrétaire. De filtrage patron secrétaire, ça peut faire plein de choses, mais du coup, le prompt qui va aller avec et le contexte doit être hyper précis, parce que sinon, on va vous montrer qu'on peut avoir des petites blagues, des petites choses qui ne se passent pas précisément comme on veut. Il faut vraiment arriver à faire, je fais la passation au test métier. Une fois que vous l'avez mis en place, nous, on a dû faire pas mal d'ajustements sur les tests qu'on a fait parce qu'elle raccrochait trop vite, elle insistait sur des demandes d'infos, elle bouclait sur certaines choses, ou alors, à l'inverse, sur un patron secrétaire, elle ne nous remontait pas le numéro sur lequel on devait rappeler la personne, ce genre de choses. Donc, ça reste une IA pour ceux qui l'utilisent dans le monde du développement ou ce genre de choses. Il faut prompter, il faut faire des choses très, très carrées, très sérieuses. Sinon, ça peut vite divaguer ou remonter les mauvaises infos ou ce genre de choses. Alors, pour vous rassurer sur ce sujet-là, c'est notre métier. C'est-à-dire que vous allez nous parler de votre métier, de vos attentes, et nous, on va faire les prompts par itération, vérifier avec vous, etc. Ça fait partie de l'accompagnement qu'Encom fournit à ses clients. Dire, vous avez l'IA, vous branchez OpenAI dessus, vous faites 3 clics et ça marche, ça serait mentir. Une IA, au même titre que quand vous faites du génératif ou du LLM, il a besoin d'être guidé, il a besoin que vous lui donniez un cadre, il a besoin que vous lui dites ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a surtout pas le droit de faire. Comment il peut… Qu'est-ce qu'une urgence voilà. Comment on définit une urgence voilà. Donc tout ça, on le verra plutôt sur la fin de la présentation, mais ça nécessite des choses. Donc nous, on a développé des outils, notamment,
qui nous permettent de pouvoir justement créer des prompts. Donc, on a utilisé des IA qui permettent De de pré-prompter pour faire le pré-prompter pour une prompt IA, qui va pour qu'une IA comprenne en face, voilà, pour faire simple. Alors aujourd'hui, 3CX se limite entre guillemets à Grok et OpenAI, mais à la base, ils en avaient qu'un. Donc, on a l'impression en tout cas qui vont vers de l'ajout et des choses en que voilà, et plus. ça devrait aller vers de plus en plus Par contre, de on n'a plateformes. pas de timing, il n'y a pas de, Non, on n'a il y pas a de pas de certitude. roadmap avec est-ce que ça va sortir sur d'autres SP, etc. Pour l'instant, c'est assez flou. Comme disait Damien, il y a déjà Grok qui est en train d'apparaître dans certains paramètres. Donc, on est plutôt rassuré sur le fait qu'ils vont probablement ajouter d'autres fonctionnalités. Mais ça, c'est que de la C'est supposition. ça. Ouais. Globalement, ça va dans le bon sens. Avant, 3CX ne voulait pas avoir d'API, maintenant ils ont une API. Avant, il n'y avait que le 3CX Cloud pour la transcription. Maintenant, il y a au moins 3 ou 4 moteurs qui permettent de faire la transcription. Donc, ça va dans le bon sens et on vous tiendra informé si demain, ils ajoutent des plateformes. Alors, soit des plateformes, je vois là dans les chats du copilote du Claude, mais il faut aussi penser à des plateformes un peu plus souveraines de type Mistral ou des moteurs même ou du maison. Llama avec de l'hébergement maison. Voilà, pour aller vers quelque chose d'un peu plus respectueux de la donnée. On en parlera tout à l'heure. On va rentrer un peu dans le concret, du coup, pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu faire déjà pour certains de nos clients et qu'on a voulu remapper là aussi sur notre plateforme de démo pour parler un petit peu concret et comment l'IA peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Et donc, il y aura deux choses, hein, ce qu'on peut faire nativement dans 3CX et puis ce qu'on peut faire avec les développements maison qu'on a pu mettre en œuvre. Pas plus tard que ce matin, moi j'ai appelé un service où il y a quelqu'un qui a décroché, une humaine, qui m'a dit vous appelez pourquoi? Pour parler à qui? C'est quoi le sujet? Qui m'a mis en attente et qui m'a repris pour me dire la personne n'est pas disponible. Et cette personne-là fait aussi l'accueil. Ça sert à rien, elle fait l'accueil physique aussi. La pauvre, elle saute de son casque qu'elle a sur les oreilles pour me parler à la personne qui a sonné, etc. On pourrait lui laisser qu'une partie du travail, ce qui a une valeur ajoutée, l'humain, et lui enlever ce qui est juste vérifier est-ce que mon patron est dispo ou pas dispo, est-ce que je lui transfère l'appel ou pas, est-ce que j'ai identifié la personne ou pas. Typiquement, c'est le genre de truc que l'IA peut faire assez facilement. On peut lui dire si elle n'a pas l'info, comment elle doit se comporter, si elle veut parler à telle personne, où est-ce qu'elle peut la trouver, dans quel cas elle peut interrompre son patron, dans quel cas elle ne peut pas l'interrompre, dans quel cas elle n'est surtout pas passée, typiquement sur du démarchage ou ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment, vraiment bien et assez simple pour le coup. La standardiste, c'est un des usages le plus simple et puis qui est quand même assez répandu. C'est-à-dire que quand on discute avec nos clients, que ça soit le monde de la vente, que ça soit les services publics, que ça soit les professions libérales, il y a souvent des cas où la standardiste, elle passe peut-être 50% de son temps juste à dire « Ok, vous voulez parler à M. Dupont, ne quittez pas, je vous passe M. Dupont. » Voilà. Ça, typiquement, avant, on pouvait le gérer avec des serveurs à reconnaissance de la parole. Il y a beaucoup de mairies, d'hôpitaux qui travaillent avec ça, où, quand on décrochait le serveur à reconnaissance de la parole, on disait, bah voilà, je veux parler à M. Durand, et ça disait, ne quittez pas, je vous transfère à M. Durand. C'était pas de l'IA, c'était de l'algorithmie. Voilà, c'était de l'algorithmie, et maintenant on le fait avec de l'IA, c'est un peu plus performant qu'avant, parce que notamment, il y a moins de problématiques d'identification avec des accents, avec des approximations sur le nom. L'IA s'en sort plutôt bien là-dessus. Et puis surtout, on peut dire dans le standard à qui j'ai le droit de transférer en direct et à qui je ne veux surtout pas envoyer des lignes en direct. Donc ça permet d'être. S'il y a besoin d'infos complémentaires aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin d'un code client, du nom d'une société ou ce genre de choses avant de faire le transfert. Et dans ces cas-là, on peut gérer ou pas l'agent pour qu'il soit plus ou moins demandeur et qu'il insiste vraiment pour avoir un code client par exemple. Donc là, l'avantage de ce système-là, vous l'aurez compris, c'est de concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée pour l'humain à qui on déleste cette partie-là. Et puis pour les gens qui appellent, une standardiste, allez, elle peut peut-être gérer 3 à 4 lignes en même temps. Là, le robot IA, vous lui envoyez 10, 20, 30 lignes en même temps, il va toutes les gérer sans problème. Donc ça permet de décongestionner les points d'entrée à l'accueil, limiter les temps d'attente et ça permet aussi de repositionner des collaborateurs sur vraiment des choses à valeur ajoutée, que ce soit du traitement administratif, de l'accueil physique, etc. Donc ça, c'est un des usages et on vous fera l'exemple tout à l'heure en appelant la ligne qu'on a câblée dessus. Pour le support technique,
Pareil, on a beaucoup de clients qui ont des supports, que ça soit du helpdesk, du support technique ou du support métier. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir finalement préqualifier l'appel en amont. C'est-à-dire, j'identifie qui est en train de m'appeler, le motif de son appel, est-ce qu'il y a un caractère d'urgence, le ton de la personne. Et quand je vais transférer l'appel, dans le softphone va directement apparaître avant de décrocher. Donc, l'agent va voir avant de décrocher. Le contexte, le ton. Exactement. Le piège là-dedans, on s'y est fait prendre nous-mêmes en essayant de prompter le logiciel, c'est l'insistance que peut avoir l'IA. On l'a tous connu, on appelle des services très très connus, qui nous posent des questions, qui nous font aller dans des menus interactifs et qui finissent par nous dire désolé, il n'y a personne pour vous répondre et qui nous raccroche au nez. Donc c'est là où Encom peut intervenir pour vous guider et trouver le bon prompt, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour votre client final d'appeler, de parler à une IA pendant 10 minutes et à la fin qu'on lui dise désolé, on peut rien faire pour vous, bonne journée. Donc il faut réussir à bien qualifier, à poser suffisamment de questions pour que les agents humains ils aient les bonnes infos, mais pas non plus à enterrer le client dans la demande de sous-demande, de sous-demande, de sous-demande. Et puis, on peut prévoir deux niveaux d'agents. Vous pouvez avoir un agent dont la fonction est juste de qualifier un appel avant d'envoyer, pour envoyer le contexte. Mais vous pouvez aussi avoir un agent dont la mission va être de faire une réponse de premier niveau pour savoir si la personne qui a appelé, finalement, ça lui convient ou pas, cette réponse, et puis mettre fin à l'appel. Ou d'identifier le fait que la réponse qui a été apportée ne suffit pas pour l'envoyer vers un vrai humain. Donc ça, c'est deux scénarios différents dans le même contexte. Le contexte, c'est le support technique. Il y a un contexte où on peut faire que de la qualification d'appel pour pouvoir envoyer les informations avant de décrocher. Et puis, il y a un autre scénario qui peut consister à dire je vais brancher des bases de connaissances à cette réceptionniste IA de manière à ce qu'elle puisse fournir un premier niveau de réponse avant d'envoyer vraiment vers un humain si elle considère que c'est toujours nécessaire. Et c'est le sujet le plus compliqué, c'est la base de connaissances. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller chercher, d'aller uploader des fichiers. Chez 3CX, pour l'instant, c'est que du PDF, mais du PDF qui va être lisible. C'est-à-dire que si vous faites une image faite par IA, Oui. où le texte ne peut pas être parsé, pour parler un peu technique, et qu'il le lise correctement, il ne va pas du tout l'interpréter. Donc ça va vraiment reposer sur la base de connaissances, il faut qu'elle soit clean, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, comme on dit, avec des phrases de politesse ou ce genre de choses. Limite, il faut presque faire des bases de connaissances spéciales IA avec des textes très précis, très directs, qui disent pour régler le problème, il faut faire ça, 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 ça. Et là, l'IA va être capable de mettre ses formes autour et de répondre au client. Mais typiquement, on a fait le test, prendre un mode d'emploi d'un outil en PDF qui est parsable et lui donner direct à manger. Ça marche plutôt bien parce que une fiche technique. Une fiche technique, elle a les infos, c'est factuel, et elle peut rajouter ses formes autour. Par contre, faire uploader une image PDF qui est hyper jolie, avec plein de contours partout, des images, ce genre de choses, elle ne va pas le comprendre parce qu'elle n'a pas l'interprétation humaine derrière. Donc, il faut bel et bien faire hyper attention aux bases de connaissances qu'on pousse. Un autre petit exemple pour la forme, immobilier et retail. Bon, ça tombe bien, il y a des gens qui travaillent dans l'immobilier qui sont connectés aujourd'hui. Typiquement, pareil, qualifier l'appel et savoir à qui je dois envoyer. Est-ce que je suis en train de parler à un locataire ou un propriétaire? Est-ce qu'il m'appelle pour un sinistre ou un suivi? Le router vers son gestionnaire. Donc ça, tout ça sont des choses qu'on peut configurer directement dans le 3CX. On va vous montrer là dans l'interface, justement, on va faire une petite démo live pour voir un petit peu comment tout ça peut se matérialiser. Oui, ou du bloc d'à côté, juste c'est quoi les horaires aujourd'hui, pareil, on peut déranger un humain pour lui demander « mais vous êtes ouvert jusqu'à 17h » Pas besoin d'avoir un humain pour cette info-là. C'est ça, le nombre de magasins où on appelle juste pour savoir si c'est ouvert ou bien pour passez-moi le rayon plomberie, passez-moi le rayon électricité, etc. Bon, tout ça, ça peut être dégagé à l'IA. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans une interface 3CX comment tout ça se passe. Donc, voici un 3CX. Il a gardé ton partage. Mais 20, ouais, il faut que je coupe mon partage de l'autre côté. En attendant, tu me dis quand c'est. Non, sur PowerPoint. Choc. Ouais, c'est lui qui. On va le couper. Hop, qui met le bazar. Je te laisse remettre. Normalement, ça devrait être tout. Voilà. Nickel. Donc là, vous avez un 3CX SP9. Donc ça va se passer dans la partie admin là, qui est en bas à gauche. Et quand je suis dans la partie admin, dans la partie intégration AI, je vais retrouver un certain nombre de choses. Donc déjà, on l'a dit, pour créer une réceptionniste ou un agent personnel, j'ai besoin ici de configurer
une connexion à OpenAI et puis les modèles que je veux utiliser pour que ça marche. Ça permet de répondre à la question de Eric Miller en même temps. On peut choisir dans les menus le modèle OpenAI qu'on utilise et on va voir qu'on peut choisir la voix aussi. C'est ça qui va faire qu'il y a des voix qui sont plutôt spécialisées français, des voix plutôt spécialisées anglais. J'imagine que quand les modèles de ChatGPT vont évoluer, forcément, la qualité va évoluer avec. Donc, on est plutôt, je dirais, pour répondre, entre le naturel et le On est un peu entre les GPS. deux aujourd'hui. Ça dépend, il y a des termes précis qui sont problématiques et qu'elle va mal prononcer, ou alors des termes, les noms des entreprises, etc. Il faut faire attention, parfois, il faut travailler un peu avec le phonétique. Typiquement, nous, Encom, elle va tendance à avoir dire Encom, donc on va écrire A-I-N-E-C-O-M pour qu'elle dise N-com. Donc il y a ce genre de choses, mais non, on est plutôt sur des voix quali quand même. Donc au niveau des styles de voix, pour rester sur ce thème-là, vous voyez, il y en a un petit paquet dessus. Alors le reproche qu'on pourrait faire éventuellement, c'est que n'a pas été séquencé pour dire est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce qu'il parle la langue française, etc. Ils ont tout mis directement dans le modèle de voix. Donc ça, pour autant, nous, on a l'étape de correspondance. Donc du coup, on peut aussi vous accompagner, et ça fait partie du travail qu'on fait pour vous accompagner là-dessus. Donc un certain nombre de paramètres, pour passer rapidement, je lui donne un prénom pour qu'elle puisse se présenter, je lui affecte une SDA si je veux le brancher directement sur le monde extérieur, mais c'est pas obligatoire, hein. Je pourrais très bien la mettre en dévers d'autre chose. Le style de voix, est-ce que j'enregistre les appels ou pas? Donc ça, c'est plutôt pour tracer finalement un peu. Alors moi, je l'utilise souvent dans les débuts pour pouvoir faire de l'analyse entre ce qui a été dit et la réponse qu'elle en a apportée. Le fait d'enregistrer l'appel, ça permet d'en avoir la retranscription et de pouvoir suivre de manière assez fine finalement si on doit faire des changements ou pas. Le type de l'agent, donc là, on est parti sur une réceptionniste. Et puis, on peut éventuellement lui attacher, vous voyez, ici, dans les sources de connaissances, donc nous, on en a créé quelques-unes. Je vais aller sélectionner quelle est la source de connaissances dans laquelle elle va avoir le droit de taper pour cet agent-là, de manière à obtenir des informations qu'elle va pouvoir restituer. La langue de démarrage, bien évidemment. Est-ce qu'elle a le droit de changer de langue en cours? Donc ça peut être intéressant si vous avez de l'international avec des clients qui vont vous parler anglais, espagnol, etc. Elle est capable de s'adapter en fonction de la langue dans laquelle va parler la personne. Et puis, le premier message qui finalement est l'indicateur de qu'est-ce qui va être dit et comment va être perçu l'appel par la personne qui appelle. Donc, le premier message, il est assez critique et assez important. Dans le routage d'appel, donc c'est là où tout va se jouer finalement. On peut lui dire, donc je veux l'utiliser comme un mode routeur, comme un serveur à reconnaissance de la parole. Donc là, j'ai juste à cocher ça. Et puis, je vais donner la liste d'exclusions, c'est-à-dire quelles sont les extensions pour lesquelles je ne veux surtout pas que quelqu'un, quand bien même il connaît le nom, ça lui envoie. Donc, si je mets rien, par défaut, ça peut taper tout l'annuaire interne. Si maintenant, je mets des exclusions, ça ne pourra pas aller dedans. Et on peut venir surcharger ça à travers de la route par sujet. Donc, c'est là qu'on parle d'un routage intelligent, parce qu'on peut, pour n'importe quelle destination, donner un contexte, un motif et un sujet qui va permettre à la réceptionniste de dire « Ok, si je suis dans tel cas de figure, alors je vais router ici. » Donc là, nous, pour l'exemple, on a dit, si quelqu'un dit « Je veux parler à un humain » ou « Je ne comprends pas » ou « Je veux le support » ou 3CX ou « Problème Internet » ou « Problème technique », si c'est lié à cette thématique-là, ça enverra dans un groupe d'appel qui s'appelle « Support ». Vous pouvez créer autant de contextes et de sujets que vous voulez derrière. Il faut juste faire attention, quand on les crée, à ce qu'il n'y ait pas de télescopage. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs fois le même sujet dans des destinations différentes, ça peut créer des effets négatifs. Mais il ne va pas savoir où l'envoyer, tout simplement. Alors, il peut demander, c'est-à-dire qu'à un moment, dans les essais qu'on a fait, il peut à un moment dire « Ok, il y a ce sujet-là, vous voulez plutôt ça ou ça ?» Et après, il peut le faire. Mais ça crée quand même un peu de fouillis et de problèmes d'interprétation derrière. On le voit, il y a un système d'ajout, d'import et d'export. Donc ça, quand on va vouloir générer plein de contextes, l'avantage, c'est qu'on peut aller le travailler dans des Excel, ça se passe très bien et ça permet d'industrialiser un petit peu le modèle.
Une fonction très intéressante embarquée par 3CX et qui a pour le coup aussi une fonction pour se protéger des vilaines IA qui sont en face. Parce qu'on a, on a une recrudescence de cas maintenant où il y a des IA qui viennent attaquer un peu vos standards ou alors prendre des rendez-vous pour des faux clients pour vous remplir vos plannings pour rien. Donc ça, typiquement, l'anti-spam, il permet de détecter si c'est un robot qui est en face, si tout simplement on vous appelle pour du télémarketing, etc. Donc, on peut lui dire qu'est-ce qu'on fait pour cet anti-spam. Est-ce que j'envoie un message de filtrage et je raccroche l'appel? Donc, un message de filtrage, ça part à destination d'une extension quelque part et ça arrive par chat généralement. Ou est-ce que j'envoie un email et je déconnecte? Ou est-ce que je raccroche l'appel? Ou est-ce que je transfère l'appel quelque part? Donc, on a pas mal de scénarios possibles sur l'anti-spam. Dans les options, on a si l'appelant est agressif ou frustré, qu'est-ce que je fais? Si l'appelant ne répond pas ou ne collabore pas, qu'est-ce que je fais? Et on contrôle, on demande si on contrôle ou pas avant de transférer l'appel. Alors nous, là, on a été extrêmement violent dans la démo. S'il n'est pas gentil, on raccroche. S'il ne collabore pas, on raccroche et on vérifie bien évidemment que la personne est libre avant de transférer l'appel. Et après, on a le menu le plus intéressant. Voilà. Dernier élément et pas des moindres, c'est là où on peut venir donner le fameux prompt qui va donner le contexte à l'IA de ce qu'elle a le droit de faire, pas faire, etc. Donc voilà, avec des balises qui reprennent les différents champs que l'on a pu avoir dans les menus précédents. Donc vous voyez, quand vous voulez toucher à ça là-dedans, bon, faut connaître un peu, vous ne pouvez pas le faire comme ça, mais rassurez-vous, encore une fois, on est là pour vous accompagner là-dessus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un appel sur cette fameuse réceptionniste que vous avez vue à l'écran. Moi, je vais me remettre en mode agent pour pouvoir recevoir l'appel. Si mon réseau veut bien me redonner la On a du main. mal. Voilà. Donc j'appelle de mon côté. J'espère que vous entendrez bien. Bonjour et bienvenue chez Encom Conseil, je suis Camille, votre assistant virtuel. Afin de vous aider au mieux, merci de m'indiquer l'objet de votre appel. J'ai un problème avec 3CX. Je vais transmettre votre demande au support Encom pour que je transmette correctement votre appel. Pouvez-vous me rappeler le nom de votre société? Société Bidule. Merci. Je prépare la transmission vers le support. Veuillez patienter un instant, je vous mets en relation. Voilà, donc là, vous voyez à l'écran, j'ai l'appel qui se présente, j'ai appel de la société Bidule concernant un problème avec 3CX, transfert au support, à confirmer dessus, et le ton calme. D'accord? Donc là, je peux décrocher mon appel. Donc là, j'ai le nom Rémi Urbain parce que justement, j'ai Rémi qui est dans mes fiches contacts. Hein, mais sinon, je n'ai pas forcément sa photo avec le bouton. Et si jamais j'avais une connexion CRM, ben, j'aurais un petit bouton aussi CRM pour pouvoir faire la remontée de fiches. Alors, j'ai mon web client qui n'a pas envie, là. On a fait des tests toute la matinée. On va le refresh. Après, on est plus de 100 personnes connectées aussi sur le webinaire. C'est l'effet démo. Bah oui, j'ai plein Parce que t'as plus internet du tout, toi? Alors, est-ce que c'est notre connexion qui n'a pas envie? Est-ce que l'IA peut accéder aux fiches du répertoire pour déterminer si l'appelant est connu? Je ne crois pas que pour le moment, il puisse tout à fait accéder à ça. Peut-être qu'il pourra à un moment, mais là, maintenant, tout de suite, ce n'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, il n'y a effectivement pas de connecteur. C'est-à-dire que le seul connecteur qu'a l'IA aujourd'hui, c'est sa base de connaissances. Et le 3CX en lui-même. Et le 3CX en lui-même, et c'est tout. Mais il ne peut pas aller chercher, autre chose derrière. Donc là, on a vu le cas simple d'un appel vers une standardiste support. Et on va pouvoir retrouver, vu que j'ai mis les enregistrements, on peut venir retrouver aussi les appels derrière où je vois Rémi qui a appelé Camille avec le descriptif derrière.
Donc, la transcription, on la retrouve dans les enregistrements directement dans son interface 3CX. Ce que je vous propose, c'est de passer sur le deuxième exemple qui est le filtrage patron-secrétaire, où là, on va faire deux appels, un appel légitime et un autre qui ne l'est pas. Bonjour, je suis Sarah, l'assistante personnelle de Damien Geffray. Je vais vous poser quelques questions afin de comprendre le motif de votre appel. Avant de vous mettre en relation ou de transmettre votre demande, pouvez-vous me confirmer votre nom, le nom de votre entreprise et le motif de votre appel, s'il vous plaît? Je suis Rémi de la société Bidule et j'aimerais parler à Damien de Callflow Designer. Merci Rémi. Pourriez-vous me préciser le motif de votre appel, ce que vous souhaitez aborder avec Damien concernant Callflow Designer? C'est pour parler d'un sujet en cours. Eh bien, je répète pour être sûr d'avoir bien compris. Vous êtes Rémi de la société Bidule et vous souhaitez discuter avec Damien d'un sujet en cours concernant Callflow Designer. C'est bien cela? Tout à fait. Je vous mets en relation avec Damien. Un instant. Donc là, je reçois toujours mon appel avec l'appelant Rémi, société Bidule, motif, sujet en cours concernant le Callflow Designer. Et voilà, donc là, je peux décrocher ma petite communication, faire ce que je veux, et puis je raccroche. Donc ça, c'est sur un appel légitime. Maintenant, on va faire un appel où quelqu'un veut me faire une présentation commerciale de son produit. Allez. On a toujours le prompt qu'on ne peut pas écourter. Je vais vous poser quelques questions afin de comprendre le motif de votre appel. Avant de vous mettre en relation ou de transmettre votre demande, pouvez-vous me confirmer votre nom, le nom de votre entreprise et le motif de votre appel, s'il vous plaît? Je suis Rémi de la société Bidule et j'aimerais proposer à Damien un nouveau contrat pour son électricité. Je vais lui laisser un message pour vous. Donc là, pour le coup, voilà, ça raccroche. Moi, je reçois un message derrière, directement dans mon chat, qui me dit, voilà, j'ai reçu un appel de Rémi depuis ce numéro de la société Intel, motif, proposition d'un nouveau contrat d'électricité, avec les informations qui sont derrière. Voyez. Donc ça, c'est la différence entre un appel légitime et non légitime. Et pour déterminer si cet appel, il est légitime ou pas, ben, ça se passe dans intégration IA. Et là, c'est dans mon assistant personnel, cette fois-ci, où je lui ai donné les règles de filtrage d'appels pour lui dire, bah, on bloque les appels et je veux recevoir un message par chat pour ces choses-là. Et je veux bien qu'on m'interrompe ou qu'on m'envoie l'appel si on est dans ce cas-là. Donc ça, pour le coup, c'est pareil, c'est assez simple à faire. On a quand même été obligé, dans les prompts, de faire des directives un petit peu plus précises, notamment pour lui imposer, par exemple, de récupérer le nom de l'entreprise avant d'envoyer les informations ou de s'assurer d'avoir un numéro de téléphone avant d'envoyer l'information. Donc ça, c'est des choses qu'on a rajoutées dans le prompt. OK. Donc ça, c'est pour des petits exemples concrets sur ce qu'on peut faire avec 3CX. On va passer du coup maintenant à comment on pourrait aller plus loin. Parce que je vois qu'il y a des questions sur est-ce qu'on peut le brancher à des CRM, etc. Donc, on arrive au sujet. On arrive au sujet. Donc, pour aller plus loin, avec Encom, on a une division, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle CX Engine, donc qui fait partie d'Encom, qui est notre partie R&D et développement, pour lequel on a créé ce qu'on appelle un middleware, donc quelque chose qui permet d'interconnecter finalement un 3CX avec le reste du monde. Et avec cet outil-là, sur la base des enregistrements d'appels, on sait faire, donc la retranscription, les résumés, etc. Mais on peut surtout l'envoyer dans des CRM, construire des vues, catégoriser la donnée, qualifier les appels, passer des grilles d'audit sur les appels pour pouvoir dire, bon, ben là, mes collaborateurs, ils sont bons sur l'accueil, mais moins sur la prise de congé. Est-ce qu'ils ont bien été directifs? Est-ce que ils ont réglé le problème? Voilà, est-ce qu'ils ont réglé le problème? Est-ce que tout va bien? Donc, toutes ces données-là, on les a et on peut après les envoyer directement dans un CRM. Donc ça, pour que ça marche, il faut effectivement cette brique middleware et insight qui va vous permettre d'envoyer des informations dans le CRM, faire de la montée de fiches, du pilotage et un peu plus d'action. Pour connecter la téléphonie au CRM,
l'idée, c'est d'avoir quelque chose de fluide après qui vous permette de reprendre la main finalement sur un appel téléphonique. Donc, depuis l'appel entrant jusqu'au suivi ou à la création d'un ticket Parce ou qu'avoir à la la data, c'est bien, mais catégorisation. il faut la traiter. Exactement. Donc, au niveau de l'interface, alors c'est pareil, plutôt que de vous montrer des imprimés écrans, je vais vous le montrer en live, ça sera un peu plus parlant. Je profite du changement de Damien pour regarder ce que vous aviez demandé. Alors, au niveau des pistes, ça dépend. La transcription dans 3CX, sauf erreur de ma part, elle est bien sur du stéréo et du coup, il est capable de bien savoir qui est le client et qui est le technicien. Nous, le flux qu'on récupère, c'est l'enregistrement qui du coup est en mono. On peut pour l'instant, Julien, pas encore branché l'IA à un call flow. Ça fait partie, pareil, des nouvelles IA, de tout ça. Vu que c'est un produit qui est assez récent chez 3CX, je pense qu'ils vont essayer de l'intégrer dans pas mal de choses, mais pour l'instant, on n'est qu'au début. Et par rapport aux questions entre 3CX et CX, on va essayer d'y répondre en même temps. Je remets l'écran de Damien. Donc là, ce que je vous montre, c'est une catégorisation d'appels qui est faite par l'IA. C'est-à-dire que là, l'IA, elle est branchée à un service de support et ça permet de savoir finalement quel est le taux d'incident critique, majeur, mineur, etc. Donc, ça fait la catégorisation des appels. Donc, ces catégories-là, on a la possibilité de venir ici créer des sujets. Donc, tous les sujets qu'on a besoin d'identifier et de catégoriser, on va venir créer ces sujets-là pour leur donner une description ou un contexte pour que l'IA puisse après sortir directement la catégorisation de chaque appel. Et on a la même chose, je vous parlais de la grille d'audit, on a la même chose au niveau de la grille d'audit où on va pouvoir dire, par rapport au métier, qu'est-ce qu'on veut évaluer. Donc, il y a la posture professionnelle, par exemple, est-ce que le ton est cordial, est-ce que les réponses sont précises, etc. Donc, on peut donner autant de paramètres qu'on veut. Est-ce que l'écoute est suffisante, pas suffisante, quelle est la priorité dans les éléments à vérifier. Donc, on peut vraiment aller très loin. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver après dans la liste des appels, agent par agent. Donc là, pour des questions de confidentialité, je ne vais pas vous le montrer ici parce que c'est des données clients. Mais pour vous montrer dans un CRM comment ça se passe, donc là, c'est notre CRM à nous chez Encom. Eh bien, je vais retrouver mes appels directement ici, là, tous les appels qui ont été faits sur cette fiche client-là. Et quand je vais ouvrir un appel, je vais voir justement la direction de l'appel, est-ce qu'il a été répondu ou pas, les différents segments, le résumé de l'appel, le résumé détaillé dessus, et puis je peux aussi ajouter la note. Autre élément qui peut apparaître, c'est un assistant IA que nous, on a construit sur la partie CRM, qui, sur la base de nos enregistrements d'appels, construit une base de connaissances qui peut être appelée après par nos techniciens, où ils peuvent poser leurs questions directement dans l'outil CRM. Donc ça, c'est des choses, vous voyez, là en bas, j'ai un petit assistant IA où je lui ai demandé voilà, comment changer les horaires de département et où il me fait description de où est-ce que je dois aller changer mes horaires de département dans un 3CX. Donc ça a été constitué sur la base d'une base de connaissances qu'on a mangée directement depuis les audios. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un projet IA, quel qu'il soit, on en arrive aux derniers éléments avant la série de questions-réponses, c'est qu'un projet IA, quel qu'il soit, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que vous réfléchissiez en matière de bonnes pratiques à cadrer le projet. Donc, ça veut dire que déjà, il faut partir d'un besoin, parce que dire je veux faire de l'IA, c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi je veux faire de l'IA? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Définir les scénarios utiles. Alors, on vous en a donné quelques-uns en démonstration. Préparer la donnée. Donc ça, c'est ce qu'on disait, la base de connaissances, comment manger les données, est-ce qu'on le fait par des enregistrements? C'est ce que tu disais, nous, on a pu avec Encom prendre tous les enregistrements sur X période et les entraîner. On a pu travailler avec les modes d'emploi de ce qu'on est capable de vendre. C'est bête à dire, mais télécharger tous les PDF de tous les téléphones qu'on vous vend et les donner à l'IA nous permet d'avoir directement un retour intéressant. Et il y a connecter les bons outils. Donc, ça va dépendre des outils qu'on a à dispo, mais notamment le CRM. Il y a eu plusieurs questions là-dessus, on va y répondre. Et après, mesurer et ajuster, c'est ce qu'on disait, il faut faire des tests.
il faut faire un retour sur expérience au bout de quelques jours, quelques semaines, corriger. Et Damien, tu l'as précisé dans la présentation, ne pas oublier certains sujets, notamment la confidentialité, la souveraineté. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit sujet avec tout ça, hein, c'est-à-dire que les outils IA, il y en a plein, la plupart sont américains, donc il faut aussi bien réfléchir à quelles données je vais donner à manger. Et pour l'instant, d'ailleurs, l'IA à dispo sur 3CX n'est que OpenAI, donc, bon, je pense qu'on ne vous l'apprend pas, c'est une société américaine, donc ça va dépendre aussi de votre métier. Parce qu'il y a des métiers Votre métier, de ce que vous lui donnez à carrément pas manger donner à et dispo. de ce que vous autorisez l'agent à traiter en information entrante. C'est aussi pour ça qu'on a développé des outils en parallèle, alors qui, eux, travaillent à froid, pour justement être dans quelque chose de fermé, souverain, avec des modèles européens, voire franco-français, qui permettent de faire tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la conduite de changement et l'adoption des équipes. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir s'assurer que ça ne va pas heurter ni vos clients, ni vos collaborateurs. Donc, maintenant qu'on vous a parlé de tout ça, on va faire un échange là de 20 minutes avec toutes vos questions. Donc, on va reprendre les dernières questions. En parallèle, je vous envoie aussi, pour le coup, dans le chat, je vous envoie le lien d'un petit sondage qui nous permettra de savoir un petit peu pour répondre aux questions en attendant, Fabien, par rapport à une démologie, on ne pourra pas la faire en live là, on n'a pas forcément tous les outils à dispo, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de croiser entre vos contacts Logi et les contacts Encom pour avoir une démo et voir ce que ça permet de faire. Pour la question d'Eric, est-ce qu'il faudra modifier la moitié des paramétrages, les files d'attente, etc. Ça ne change rien sur l'existant, les changements de routage sur compétences, etc. Ce sera de la nouveauté. Donc, c'est si on veut le mettre en place. Mais ça ne cassera rien entre-temps. Il y a le formulaire que Damien vient de poster, si vous voulez aller y répondre. Oui, on a vu Ludovic sur la démo, on pourra la refaire si besoin. Quand on fait le transfert sur le softphone, on a bel et bien le contexte, le nom, la société, la raison de l'appel, etc. Damien, j'ai pas fait le test sur le mobile, mais je crois que tu l'as fait. Il y a bel et bien le contexte aussi. Sur softphone, peu importe le softphone que vous utilisez, que ça soit la PWA, le client lourd Windows ou le client iOS ou Android, l'affichage se fait exactement de la même manière. Bonne question de Benoît et de Julien. Damien, tu peux nous parler des tokens? Oui, alors Benoît et Julien, bonne question sur une estimation des coûts et puis à quoi on peut s'attendre. Donc, en gros, le modèle, et c'est pour ça que c'est important de parler aussi des prompts, c'est qu'il faut optimiser les prompts pour qu'ils utilisent le moins de tokens possible. Donc, il y a des méthodes pour dire au prompt, va à l'essentiel, interprète plutôt de telle ou telle manière, de manière à ce que ça reste contrôlé. Donc, au niveau d'OpenAI et Grok, il y a effectivement une consommation par token. Je peux vous montrer un petit peu sur les interfaces, voilà, nous, ce qu'on a consommé. En gros, là, sur Grok, on a dû consommer 3 centimes sur les transcriptions d'appels. Il y a à peu près il y a plusieurs dizaines de minutes de transcription. Donc, la transcription, pour le coup, sur Grok, ça sera vraiment pas cher. On sera sur quelques centimes de la minute dessus. Sur de la réceptionniste, donc là, c'est plutôt côté OpenAI, donc ici. Nous, dans les moyennes, dans ce qu'on a pu calculer, on est entre 3 et 7 centimes la minute, suivant le niveau de complexité, de questions, d'échanges qu'on lui demande de faire. Quand on le ramène au coût d'immobilisation d'un personnel et puis surtout éventuellement du blocage d'appels, c'est pas déconnant par rapport à d'autres solutions. Là, franchement, on est dans quelque chose qui se maîtrise et qu'on peut suivre. On le disait tout à l'heure, il faut bien penser les modèles, il faut provisionner le compte, mais on peut mettre des seuils aussi de fonctionnement avec des alertes pour pouvoir être prévenu justement de « attention, là, ça commence à dériver », etc.
au même titre qu'il faut penser aussi, alors suivant ce qu'on veut faire, soit à débrancher l'IA en dehors des heures d'ouverture, pour pas qu'elle la traite, soit à l'inverse, vous voulez récupérer du lead et des informations en dehors des horaires et avoir un service 24/7, et où là, de toute manière, ça coûte forcément moins cher qu'avoir quelqu'un qui travaille de nuit. Pour répondre à quelques questions, OpenAI ou Grok, que deviennent nos données? En effet, pour l'instant, 3CX, si on utilise l'IA dans 3CX, n'intègre que ces deux-là, donc elles sont forcément traitées. C'est pour être précis dans la réponse, Eric, c'est le DPA, donc le Data Protection Agreement de Grok et d'OpenAI qui s'applique. Donc quand vous créez le compte, il y a un DPA qui est accessible et qui est affiché. Donc typiquement, les contenus de conversation ne sont pas conservés, c'est-à-dire que c'est traité. Une fois que c'est traité, c'est effacé. En revanche, aussi bien OpenAI que Grok se réservent le droit d'utiliser la donnée dans le cadre de l'apprentissage et de l'entraînement de leur modèle. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont quand même la donnée quelque part. Mais ils s'engagent à ne pas les stocker ou en faire la revente. Et pour répondre à Fabien, les data centers de nos 3CX à nous sont hébergés en Europe et même en France, pour être plus précis, enfin pour les clients français. En revanche, la partie OpenAI et Grok, ça tape chez eux directement, c'est pas chez nous, donc il peut y avoir un peu partout. Donc pareil, pour aller un peu plus loin, Fabien, donc nous, tous les 3CX sont effectivement en France. On a un partenariat historique avec OVH. On est également certifié HDS avec OVH. Donc on sait héberger de la donnée de santé et on sait appliquer des niveaux de rétention et de protocoles qui correspondent à ces exigences-là. Et Damien, pour la question de Noémie, les IA dans ExpertStat. Alors, les IA dans ExpertStat, ça va arriver, effectivement. L'idée, c'est de faire en sorte que sur la base des données téléphoniques, notre IA puisse identifier finalement où se font les pertes d'appels. Est-ce qu'il y a des agents qui sont en difficulté? Est-ce qu'il y a des délais de traitement qui sont anormaux? Donc, on est en phase bêta pendant tout l'été là, sur cette partie-là. Donc, il y aura très certainement une annonce à la rentrée sur tout ça. Et l'idée, de toute manière, c'est aller de plus en plus sur une IA qui vous permet de faire de l'analytique. Donc, au même titre que sur Insight et Middleware, elle vous permet de qualifier les appels. Là, l'idée, c'est que ça puisse, sur la base de vos données téléphoniques, identifier où sont vos points de faiblesse et vos pertes d'appels, de manière à y remédier rapidement. Nicolas, par rapport à la version, ce que je vous propose, c'est de faire un ticket sur le support pour demander à passer en SP9 si vous voulez déjà y aller. On a déjà des clients en SP9, on priorise ceux qui veulent y passer en priorité. On est en train de passer les clients gentiment de la SP8 à la SP9. Si vous voulez y aller plus vite et que vous voulez avoir la date, vous ouvrez un ticket sur notre support et l'équipe se chargera de voir, soit pour vous le faire rapidement, parce que ça ne coûte pas très longtemps, donc à voir quand le programmer tous ensemble. Alors, Eric qui nous dit l'IA, l'assistante IA, est-ce la mort du SVI? Alors, un peu. En tout cas, ça permet d'éviter à un utilisateur de devoir faire des choix et que la personne puisse exprimer de manière naturelle son besoin et son contexte et que ça route directement vers la bonne destination. Et encore une fois, ce modèle-là marche vraiment très bien. Donc oui, en l'occurrence, ça peut être un peu la mort du SVI. Il faut le voir plutôt comme une chose positive dans la mesure où ça fédère quand même plus les gens qui appellent qu'un taper 1, taper 12 et quand on est au 4e menu, revenir au début. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Pour l'instant, Christian, on se connecte directement aux API d'OpenAI et de Grok. On ne peut pas avoir notre propre AI déployé sur un Azure Foundry ou sur un Llama ou quoi que ce soit. Ce n'est pas exposé du tout. Il n'y a vraiment que les clés OpenAI et Grok. Exactement. Quid de l'intégration IA native 3CX avec l'IA Insight de CX Engine? Alors, ce qui se fait avec notre IA CX Engine, c'est que c'est de la donnée à froid qui a vocation à apparaître soit dans le back-office de CX Engine qu'on met à disposition, c'est le menu que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, ça va dans une autre interface, ça ne va pas dans 3CX. Sinon, ça a vocation à aller dans un CRM. Donc j'ai envie de dire que tant qu'on est dans un usage non industriel qui n'a pas vocation à travailler la donnée, etc., on peut le faire en natif dans 3CX. Et dès qu'on veut travailler la donnée, faire de la qualification, l'envoyer dans un CRM,
faire de la remontée de fiches, etc. Là, le middleware s'y prête mieux et il y a on va retrouver l'information finalement à 2 endroits, dans le CRM en question et dans le back-office de CX Engine de l'autre. Pour regarder les autres questions, est-ce qu'on a un document qui permet de vous aider à préparer les prompts? Non, pas vraiment. Pour l'instant, c'est plutôt un appui avec nous et au cas par cas. J'ai Fabien la question, quels sont les temps de récupération des données? Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de CX? Alors, je rebondis sur Nicolas, Nicolas Swatton, document qui nous aide à préparer les prompts. Alors déjà, il y a 2 articles sur le blog de 3CX qui redonnent un peu les règles de comment ça fonctionne. Après, nous, on a nos équipes pour lesquelles, comme je vous disais, on a mis en place des outils qui permettent d'aider au prompt. Donc, le mieux, là, si vous avez des besoins de ce côté-là, c'est de vous rapprocher de votre commercial pour soit caler une réunion avant-vente, pour parler, qu'on ait un peu le contexte pour bien définir vos besoins, quoi. Julien, tout ce qui est contradiction de l'IA, etc. Oui, on y a été heurté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des discussions qui tournent en rond, elles posent en boucle la même question. Par exemple, il y a quelques temps, on a eu un cas où on lui disait tout le monde est concerné par une panne 3CX. Elle disait d'accord, combien de personnes sont concernées? Tout le monde, d'accord, combien de personnes? Donc, après, il est nécessaire de réinsister dans les prompts, de dire ne serait-ce que si la personne insiste, n'hésite pas à continuer et c'est pas grave pour la question. En fait, ça dépend aussi à quel point on veut avoir l'info de cette question-là. Si vraiment elle est nécessaire pour continuer, il faudra insister, mais après on peut jauger au niveau du prompt pour qu'il soit plus ou moins insistant. Alors, par rapport à ça, comment on l'a corrigé? On l'a corrigé tout simplement, comme je disais tout à l'heure, en enregistrant les appels, en faisant des appels tests et puis en allant adapter le prompt pour corriger ça. Et donc, il faut savoir comment corriger un prompt. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas une simple documentation, il y a aussi un petit peu cette expertise qui va arriver. Il y a des tests et des échanges, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut tester. Il faut tester, ouais, tout à fait. Ça ne marche pas, tester plusieurs cas, tout ça. Pour Benoît Campédel, donc le SVI permet de garder une maîtrise et possibilité de cadrer les renvois. Alors, c'est la même chose pour l'assistant IA, c'est-à-dire qu'on lui dit est-ce qu'il a le droit d'être interrompu ou pas, à qui il a le droit de transférer, à qui il n'a pas le droit de transférer, etc. Donc, si on lui donne bien les contextes, il n'enverra pas n'importe où et il ne fera pas trop perdre de temps au client. Et si on appelle et qu'on dit je sais déjà que je veux parler à telle personne, il est capable de renvoyer tout de suite. Donc ça, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est aussi des questions de contexte. On sait qu'il y a des contextes, typiquement des portails de self-care services d'industriels. Il n'y a qu'un menu à 3 choix. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je n'ai pas testé aussi si dans le prompt, on peut lui demander d'accepter les DTMF et si ça transmet les DTMF. Ça pourrait être un truc intéressant à tester. Il faudrait qu'on teste. Parce que si on lance un prompt qui dit vous pouvez me parler ou appuyer sur 1 pour passer en mode SVI, on peut très bien l'envisager. Alors, réponse de Fabien. Question de Fabien. S'il y a un problème sur un de vos serveurs, quels sont les temps estimés pour récupérer le service en mode nominal? Alors, on va parler de 2 choses. Il y a d'un côté le serveur 3CX. Donc, chez nous, on est de base, on est sur une GTR à 2 heures. S'il y a vraiment une rupture totale de service. Et pour les clients qui sont en très haute disponibilité, on parle de quelques minutes parce qu'on est sur des serveurs actifs avec une bascule d'adresse IP. Donc, tout dépend du niveau de service qui est souscrit. On sait faire et du classique, donc avec une GTR à 2 heures, et de la très haute disponibilité avec une bascule qui est vraiment de l'ordre de quelques petites minutes. Par rapport à CX Engine et le fait de pouvoir récupérer les 2 pistes, ça va dépendre de 3CX, s'il nous l'expose ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas exposé, donc on ne peut pas traiter l'info. Si un jour il nous l'expose, on se fera un grand plaisir de récupérer l'info et de la traiter pour être plus fiable sur la retranscription. Mais maintenant, tout de suite, ce n'est pas exposé. Et pour répondre à Babose, même si 3CX est connecté au CRM, ici Logi, il n'est pas encore capable au niveau IA d'aller taper dans le CRM et d'aller remonter l'info. Donc non, il ne peut pas récupérer ce genre de choses. En revanche, il pourrait peut-être y avoir des choses de faisables avec un call flow qui récupère... Pour aller plus loin, parce qu'il y a eu pas mal de questions autour de ça, dès qu'on veut faire en sorte finalement de comprendre un contexte par rapport à de la data ou autre, on peut utiliser ce qu'on appelle le call flow designer qui, lui, quand un appel va arriver, va faire un appel API vers votre logiciel métier en présentant le numéro de la personne. De là, on va récupérer généralement un JSON, donc un fichier informatique dans lequel il y a plein d'infos. Et on fait des tests conditionnels pour dire, OK, s'il y a cette info, je l'envoie à tel endroit où je lui joue tel truc. S'il y a tel contexte, je fais ça. S'il y a tel contexte, je fais ça, etc. Ou je transfère à telle personne. Donc ça, on sait faire déjà. C'est utilisé par un certain nombre de nos clients
où le Call Flow Designer nous permet de contextualiser avec des appels API, et on peut même prévoir des multiples appels, c'est-à-dire que je fais un appel API, un appel en base, une lecture de fichiers, etc. Je croise toutes mes infos, et une fois que j'ai mes contextes, je vais jouer mon scénario téléphonique précis. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire sans difficulté. Et en effet, il me semble que, Nicolas, oui, l'IA peut envoyer un chat ou un SMS si la personne n'est pas dispo. Donc, en effet, en dehors des heures de bureau, elle peut tout à fait envoyer le résumé et le contexte de l'appel par mail. Alors, pour le coup, l'envoi d'email, alors vous avez vu, hein, il peut envoyer un chat avec le résumé, etc. L'envoi d'email, il est conditionné à l'utilisation d'un SMTP personnalisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le SMTP 3CX pour faire. Il faut avoir un compte mail, mais c'est le seul prérequis. Et puis, il faut être précis dans le prompt sur qu'est-ce qu'il a le droit d'envoyer ou pas par mail, à qui, et qu'est-ce qu'il a le droit de mettre dedans. Sinon, ça peut, typiquement, la question de Khaled juste en dessous, système de sécu ou de garde-fou pour empêcher l'IA, on est en plein dedans. Ça va dépendre du prompt, puisque c'est le prompt qui va un peu dire tu fais surtout pas ça, tu peux te permettre de faire ça. Donc, c'est le prompt qui va encadrer ça, comme dans tout IA. Le Call Flow Designer est-il inclus dans le plan 3CX? Alors oui, le Call Flow Designer est une fonction de génération de scénarios implémentable dans un 3CX Pro ou au-dessus. En revanche, c'est un outil qui n'est pas trivial, c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances pour le faire. Après, bonne nouvelle, tous les call flow entre guillemets simples, ça rentre dans le cadre de votre contrat de support chez Encom. Et sinon, deuxième bonne nouvelle, on a des experts chez nous qui peuvent vous accompagner et où on définit, soit on fait une formation, soit on fait du sur-mesure, soit on fait vraiment mode projet parce qu'on doit s'interconnecter à plein de trucs. Mais vous l'aurez compris, finalement, peu importe le contexte, on saura vous répondre sur ce sujet-là. Alors, les fichiers de transcription d'appel, plusieurs moyens. Alors, il y a l'export déjà des journaux d'appel dans lesquels les retranscriptions peuvent remonter. Et puis sinon, comme on le disait tout à l'heure, il y a les connecteurs CRM. Et où là, l'idée, c'est d'envoyer de manière contextualisée au bon endroit à travers une API vers un CRM. Voilà, je pense qu'on va avoir couvert pas mal de choses. Taux de transfert vers l'humain, mal compris. Alors, aujourd'hui, Khaled, pour répondre, les métriques qu'on va pouvoir voir, effectivement, c'est le taux de transfert, parce que là, pour le coup, à travers les journaux d'appel, on sait le nombre d'appels présentés à l'IA et le nombre d'appels qu'elle a transférés. En revanche, il n'y a pas de métrique sur est-ce qu'elle a transféré à l'humain parce qu'elle a joué sa route de secours, est-ce qu'elle a mal compris la satisfaction du client. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Je pense pas que le call flow soit remplacé par l'IA. Pas du tout, ce sera complémentaire. Je pense que plutôt ils vont essayer de faire un truc qui permettrait que ça cohabite un petit peu. Ce serait formidable. Donc, non, je pense plutôt qu'on va voir un jour arriver un module IA dans le call flow. Je pense, Et là, ça nous permettrait de faire des choses incroyables, puisque l'API pourrait être appelée par le call flow, l'IA pourrait vous répondre. Là, ça nous ouvrirait un monde quasi infini. Est-ce qu'on clôture? On est arrivé au bout de notre session questions-réponses. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On peut rester encore quelques minutes. Sinon, après, votre service commercial, le support, il ne faut pas hésiter à envoyer des choses. N'hésitez pas surtout à répondre au petit formulaire qu'on a mis. Je veux bien qu'on le remette si jamais il y a besoin, mais c'est important pour nous parce que notamment, vous avez tous posé la question est-ce qu'au moment, on ne peut pas avoir une transcription hébergée en France, etc. On a une solution qui peut le faire, mais on a besoin de savoir un petit peu qui est intéressé avant de se lancer dans cette infrastructure. Mais on l'a testée en bêta, elle fonctionne, elle est prête. Donc, on sait faire de la transcription embarquée dans 3CX, mais sur des serveurs hébergés, gérés par Encom avec un modèle qui va bien. Voilà. Et pour la question des SME, au niveau de la connexion d'un CRM, l'interconnexion peut être bidirectionnelle. Oui, techniquement. Alors, pas avec l'IA, du coup, parce que c'est ce qu'on disait, l'IA ne peut pas aller parler au CRM pour l'instant. En revanche, le call flow peut. Et le middleware peut. Le middleware peut aussi. Donc, on pourrait tout à fait envisager, en effet, de modifier des fiches clients par les infos qui sont données, etc. Après, ça peut tout de suite être un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut garder des garde-fous de sécurité, etc. Parce que si quelqu'un qui se présente comme le client fait faire des modifs dans le CRM, ça peut être un peu chaud. Mais sinon, c'est faisable. Merci à vous tous et merci de relever la qualité.
Merci à vous. On essaiera de vous mettre à dispo le replay le plus tôt possible. Ouais, vous retrouverez le replay, il sera publié Voilà. sur LinkedIn, sur YouTube. N'hésitez pas à vous rapprocher de Rémi, de moi, de vos contacts commerciaux, du support, tout le monde. du support, et on fera en sorte de pouvoir vous répondre et de faire des ateliers sur mesure s'il y a besoin. N'hésitez pas. Merci à tous. Bonne journée.